Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Maths avec un accent. Aujourd'hui, nous allons corriger le QCM du concours de technicien polyscientifique session 2023, le secteur Ouest. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc on nous dit que pour les questions 1 à 12, on a petit a un nombre réel. On a une fonction f de x qui est égale à 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x. Et la première question, là on nous dit que petit a est négatif. Et quand je vois les propositions, logiquement on me demande en fait l'ensemble de définitions de cette fonction. Donc là, on voit que tout de suite, on doit avoir ce réflexe qu'il faut que le dénominateur soit non nul pour qu'il y ait des valeurs pour f de x du coup. Donc forcément, on va devoir résoudre l'équation 1 plus a exponentielle de moins x égale 0. On va pouvoir trouver les valeurs interdites en fait. D'accord? Donc, ça correspond du coup à a exponentielle de moins x égale moins 1. Ce qui correspond à exponentielle de moins x égale moins 1 sur a. On peut écrire du coup que 1 sur exponentielle de x est égal à... On peut même écrire ça comme ça, hein. Ça va faire une identification. Donc ça veut dire du coup que exponentielle de x égale moins a. Et donc on applique la fonction ln, logarithme népérien. Ln d'exponentielle de x égale ln de moins a. Donc ln de moins a existe puisqu'on a dit ici que a était strictement négatif. Je vais mettre en surligné en jaune, c'est mieux. A est négatif, ce qu'on a noté ici. Autrement dit, x va être égal à ln de moins a. C'est la réponse D. Question suivante. On suppose que a est strictement négatif. Le nombre de droites asymptotes à la courbe de f est donc 1, 2, 3. Alors là, on va chercher le nombre d'asymptotes. Donc, on va rappeler la propriété pour les asymptotes du coup. Donc, graphiquement, c'est quoi une asymptote? J'aime bien prendre l'exemple de la courbe de la fonction inverse. C'est une fonction inverse y égale 1 sur x. Donc là, tu as plusieurs asymptotes. Hein. Tu as une asymptote verticale et une asymptote horizontale. C'est-à-dire que là, la courbe ne va jamais toucher l'axe des abscisses et elle ne va pas non plus toucher l'axe des ordonnées. Ok, donc on aura l'équation y égale 0 et x égale 0. Ce sont des asymptotes horizontales ici et verticales pour cette asymptote à la courbe de la fonction inverse. D'accord? Je fasse. C'est un petit rappel vite fait. Mais on va énoncer la propriété en fonction des limites pour faire le calcul ici. Donc en fait, si limite d'une fonction f quand x tend vers plus ou moins l'infini est égal à L, avec L un réel, hein, L appartenant à R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que la droite d'équation y égale L est une asymptote horizontale. À la courbe F
Au voisinage, on peut même rajouter ça. J'écris très mal, comme d'habitude. Mais on essaie de s'améliorer. Au voisinage de plus ou moins l'infini. Ok. Si limite de f de x quand x tend vers, on va dire, un réel a, et que ça fasse plus ou moins l'infini. Donc là, on aura une asymptote verticale. Je réécris pas la phrase, mais le principe c'est ça. À la courbe f, au voisinage de plus ou moins l'infini aussi, mais qui aura pour équation x égale a, avec a appartenant à R. Donc, dans notre cas, on a une fonction f. On a vu précédemment que si x égale ln de moins a, c'est la valeur interdite. Donc, qui dit valeur interdite, surtout dans une fonction rationnelle, forcément, ce sera aussi une asymptote verticale. Donc, on a déjà une asymptote verticale, x égale ln de moins a. Bon, pas obligé d'écrire ça. On a déjà celle-là. Donc ça fait 1. Ensuite, on va du coup calculer la limite de f en plus ou moins l'infini pour pouvoir voir s'il y en a d'autres. Donc limite de f quand x tend vers plus infini. Donc je rappelle, je vais remettre notre fonction f. Notre fonction f c'était quoi? Notre fonction f c'était 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x. Donc qu'est-ce qu'on sait? On a exponentielle de moins x, du coup la limite d'exponentielle de moins x en plus infini, ça fait 0. Ça fait 0. Donc si ça fait 0, donc du coup, au dénominateur, ça va tendre vers 1. Et donc 1 sur 1, ça fait 1. Donc ça veut dire que je peux conclure directement. Limite de f de x quand x tend vers plus infini égale 1. Donc y égale 1 est une asymptote. Donc c'est notre deuxième asymptote. Ok? Et on va faire pareil en moins l'infini. Donc en moins l'infini, ça va faire plus l'infini. Donc limite de 1 d'exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini. Ça fait plus infini, pardon. Donc on aura plus infini au dénominateur. Donc on aura 1 sur plus infini. Donc limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Ça va nous faire 0. Donc la droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale. Donc ça nous fait une asymptote verticale et deux asymptotes horizontales. Il y en a en tout 3 asymptotes. Réponse C. Je continue. Alors, on suppose A maintenant strictement positif. Alors, donc, quand je vois les propositions, ici, on nous demande essentiellement la croissance de la fonction f. Je renote notre fonction f. Ça fallait bien faire son brouillon. Ici, a exponentielle de moins x. Donc, il faudra calculer forcément notre dérivée. Après, on peut déjà éliminer la réponse D, puisque si a est positif,
exponentielle de moins x c'est déjà positif. 1 est positif, 1 est positif. On n'a que des nombres positifs, donc déjà la réponse D est éliminée. Il ne nous manque plus qu'à dériver pour savoir est-ce que c'est la réponse A, B. Bon, la réponse C, ça m'étonnerait. Donc je dérive. Donc pour tout x appartenant à R, f' de x va être égal à... Donc ici on a du 1 sur V. La dérivée c'est moins V' sur V carré. Donc je ne remets pas la formule des dérivées. Normalement vous êtes censé les connaître. Et donc la dérivée de A exponentielle de moins x, ça va être égal du coup, bon je vais garder mon A. La dérivée d'exponentielle de moins x, donc c'est moins exponentielle de moins x. Donc ça va nous faire A exponentielle de moins x sur 1 plus A exponentielle de moins x au carré. Donc ça c'est positif. A est positif aussi. Et 1 carré est toujours positif. Donc f' de x est positif. Donc ça veut dire que f croissant. Donc c'est la réponse B. Est croissante sur R. Alors, il y a une petite subtilité, je me rends compte, parce que c'est pas croissante vraiment sur R, puisque ce serait R privé de ln de moins A. Je suppose qu'ils attendaient la réponse B. Continue. Question 4. La fonction f est solution de l'équation différentielle suivante, y', donc on a notre dérivée. Donc, je vais reprendre les éléments, il faut que j'en les note. Notre dérivée c'était quoi? Donc y' du coup. Donc ce sera f' de x, et on a calculé que c'était a exponentielle de moins x sur 1 plus a exponentielle de moins x au carré. Ensuite, là techniquement on va voir c'est y moins y carré. On aura besoin de calculer y carré. Y on l'a déjà. Ici ce sera du y plus y carré. Donc à partir de là on pourra trouver quelle équation différentielle qui correspond. Y c'était du coup f de x. F de x on avait déjà. C'était 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x. Et donc y carré, bah, c'est tout simplement 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x au carré. Ok. Du coup, on a toutes les informations. Donc si je fais y moins y carré, c'est-à-dire ça moins ça, est-ce que je retombe sur f'? Je mets au même dénominateur, ça fait 1 plus a exponentielle de moins x. Il y a les 1 qui vont sortir, il va rester. Ouais, c'est logique. C'est là que c'est forcément la réponse A. Je vais tester. Si je fais y moins y carré, ça va nous faire du coup 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x moins 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x au carré. Et donc logiquement, je mets au même dénominateur. Ça me fait 1 plus a exponentielle de moins x moins 1 sur 1 plus a exponentielle de moins x au carré. Donc ça se simplifie. Et donc, ça nous fait y'. Donc c'est la réponse A. On continue. Quelle est la valeur de A pour que f de 0
va être la moitié de la valeur de la limite de f en plus infini. La limite de f en plus infini, on l'avait déjà calculé, on avait trouvé que c'était une asymptote y égale 1. Donc je le renote, on avait déjà calculé ça à la question 2. Donc limite de f de x, je remets ce résultat, quand x tend vers plus infini, était égal à 1. Et nous, on va chercher petit a tel que f de 0 égale la moitié de la valeur de la limite, donc c'est-à-dire 1 demi. Autrement dit, donc je remets la fonction f de x. F de 0 c'était égal à quoi du coup? 1 plus a exponentielle de moins x. À quoi est égal à f de 0? Je remplace x par 0, ça fait 1 sur 1 plus a. Donc ça fait 1 sur 1 plus a, qui est égal à 1 demi. Bon, on identifie clairement ici que a égale 1. Donc ce sera la réponse B. On continue. Question numéro 6. Parmi les expressions suivantes, laquelle désigne une autre expression de f de x? Donc là encore, on va avoir à manipuler. Je reprends la fonction qu'on avait de f de x. Donc c'est 1 plus a exponentielle de moins x. Et qu'est-ce que je peux en faire? La seule chose que je vois qu'on peut calculer pour poursuivre le développement, c'est exponentielle de moins x. Donc ça va nous faire 1 sur 1 plus a sur exponentielle de x. Du coup, dans le dénominateur, je vais tout mettre au même dénominateur. Ça fait donc exponentielle de x plus a sur exponentielle de x. Donc, f de x va être égal à l'inverse du coup de ça, donc c'est-à-dire exponentielle de x sur exponentielle de x plus a. Ça correspond à la réponse C. On continue. Une expression d'une primitive de f est donnée par... Donc on voit bien que les exercices se suivent. Hein. Donc là maintenant on a notre fonction f de x. C'est exponentielle de x sur exponentielle de x plus a. Là, tout de suite par réflexe, on voit que la fonction est de la forme u' sur u. Et la primitive d'une fonction qui est de la forme u' sur u, ben, sa primitive c'est ln de u. Puisque quand on dérive, je rappelle ln de u, avec une fonction, la dérivée c'est u' sur u. Donc forcément la primitive d'une expression qui ressemble à u' sur u, ce sera ln de u. Je rappelle la primitive, encore une fois, hein, on l'a vu un peu dans les vidéos précédentes. Soit f, une fonction, on va aller directement. Si f est une fonction, petit f est une fonction, la primitive de f, c'est la dérivée, c'est la fonction grand f, telle que f' de grand f' de f de x est égal à f de x, tout simplement. Je vais noter une primitive grand F de la fonction f, petit f, autrement, une primitive de petit f est grand F tel que grand f' de x égale f de x. C'est-à-dire en dérivant la fonction grand F, on trouve la fonction petit f. C'est ça l'idée de la primitive ici. Ok. Donc du coup, ce sera du coup tout simplement rapidement, on peut le voir, c'est ici grand f de x qui va être égal à ln d'exponentielle de x plus a. Tout simplement. Réponse D.
Je continue, on va aller à la page suivante. Question numéro 8. Donc là encore, on est dans une question 8 à 12. On définit la fonction g par g de x égale 1 moins a exponentielle de moins x sur 1 plus a. Et on nous donne h de a égale l'intégrale de 0 à 1 de g de x. Première question, en gros, on nous demande de dériver. Donc, on va dériver ça. Donc, la dérivée de 1, c'est 0. Là, on a une constante moins a sur 1 plus a. Donc, g' de x pour tout x appartenant à R ici. Donc, on est égal à moins a sur 1 plus a. Donc, on garde notre constante. Et on dérive l'exponentielle de moins x. La dérivée d'exponentielle de moins x, c'est moins exponentielle de moins x. Autrement dit, ça nous fait moins fois moins, ça fait plus, a exponentielle de moins x sur 1 plus a. Ça correspond à la réponse 1. On continue, pas de difficulté pour cette question. Question numéro 9. La fonction g est solution de l'équation différentielle. Donc notre fonction g, je vais la reprendre. Donc c'est 1 moins a exponentielle de moins x. Sur 1 plus a, je crois. Oui, c'est ça. Donc ça ressemble un peu à une question qu'on a fait précédemment. J'oublie c'était quel numéro. Mais vu qu'on est g, on a g', on avait trouvé a exponentielle de moins x sur 1 plus a. Et de voir le lien entre les deux. Donc là, techniquement, bah, c'est assez simple. Il faut que normalement qu'on retire 1. Et qu'on fasse moins g. Donc ce serait du moins y plus 1 logiquement. Si on fait moins g, on aura du moins 1. Ouais, c'est ça. On vérifie. Donc si on fait moins g de x plus 1, ça nous fait moins 1 plus a exponentielle de moins x sur 1 plus a plus 1. On se sépare des 1. Et il nous reste bien g' de x. Donc c'est la réponse D. Il faut être très visuel et aller très vite. On continue. Question numéro 10. On définit la suite Vn par Vn égale G de n. Quand je vois les propositions, la question c'est de savoir si G de n, Vn pardon, est géométrique. Donc pareil, je reprends ma fonction G. On fait ici, ce sera G de n. Donc G de n, c'est 1 moins a exponentielle de moins x, donc a exponentielle de moins n, sur 1 plus a. Je veux savoir si notre suite est géométrique. Bah, le plus simple à faire, c'est de calculer Vn plus 1 sur Vn et voir si on tombe sur un nombre réel. Donc ça va être égal à quoi? À 1 moins a exponentielle de moins n moins 1 sur 1 plus a divisé par 1 moins a exponentielle de moins n sur 1 plus a. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc on aura du 1 plus a moins a exponentielle de moins n moins 1 sur 1 plus a sur 1 plus a moins a exponentielle de moins n sur 1 plus a. Ça se simplifie. Logiquement,
techniquement, on ne pourra rien faire de spécial. Attends, je vais le noter quand même. Fait 1 plus a moins a exponentielle de moins n moins 1 sur 1 plus a moins a exponentielle de moins n. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme c'est égal à l'exponentielle de moins n. Bon, je serais obligé de mettre 1 sur e, donc de mettre e ici. Ça sera plus 1 ici. Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Pas du tout, il n'y a rien à simplifier. Donc, moi j'en conclus que Vn n'est pas géométrique. Parce qu'on ne tombe pas sur un nombre réel, on tombe sur une valeur qui est en fonction de n. Ok, donc ce sera la réponse A. On continue, question numéro 11. On peut exprimer h de a sous la forme. Bon, je rappelle que h de a, qu'est-ce que c'est h de a? Je l'avais noté, c'est intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Et g de x, on a calculé, on n'a pas... C'est toujours la même chose, oui. Avec g de x, qui est égal à toujours 1 moins a exponentielle de x sur 1 moins 1 plus a. Ben, on va faire la primitive de ça, du coup. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins a exponentielle de x à exponentielle de x sur 1 plus a. C'était pas moins x, hein. Si c'est moins x, c'est moins x. Donc, c'est ça. Dx. Donc, on va faire la primitive de 1 moins la primitive de ça. On peut l'écrire comme ça. Donc, c'est intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Moins, ça c'est une constante du coup, 1 plus a. Intégrale de 0 à 1 l'exponentielle de moins x dx. Donc, h de a va être égal à donc la primitive de 1 c'est x de 0 à 1 moins a sur 1 plus a, une primitive d'exponentielle de moins x. Du coup, ça sera moins exponentielle de moins x. Hein. Pareil. De 0 à 1. Et donc, ça nous fait quoi? Ça nous fait 1 moins a sur 1 plus a de moins exponentielle de moins 1 plus 1. On va mettre au même dénominateur tout ça. On a donc 1 plus a moins a exponentielle de... Ça fait plus a exponentielle de moins 1 moins a. Donc ça se simplifie. Il nous reste 1 plus a exponentielle de moins 1 sur 1 plus a. C'est la réponse C. On continue. La limite de la fonction h lorsque a tend vers 0. Donc on a h de a. On vient de le calculer. C'est 1 plus a exponentielle de moins 1 sur 1 plus a. Bah, du coup, on va calculer sa limite quand a tend vers plus infini. Donc là, bah, techniquement, visuellement, on voit que ça fait du l'infini sur l'infini, donc une forme indéterminée. On va lever l'indétermination.
On va faire des transformations. 1 plus a exponentielle de moins 1, qu'est-ce que c'est? On va faire une factorisation. On va factoriser par le a. Donc ça fait a facteur de 1 sur a plus exponentielle de moins 1 sur a facteur de 1 sur a plus 1. Donc ça se simplifie. Ça va tendre vers 0 du coup. 1 sur a va tendre vers 0. Il va nous rester exponentielle de moins 1 sur 1. Donc 1 sur e en fait. Donc effectivement, limite de h de a quand a tend vers plus infini va être égal à exponentielle de moins 1, c'est-à-dire 1 sur e. Réponse C. 13e question. Soit U, une suite géométrique telle que U4 égale 8 et U6 égale 4. Et on nous demande de calculer U10. Donc on rappelle pour une suite géométrique, là, ça veut dire que la relation explicite de UN égale U0 fois Q puissance N. Donc en fait, en cas spécial, si je veux U10, ce sera égal à U0 fois Q puissance 10. Mais j'ai pas U0 et j'ai pas Q, la raison de la suite. Je vais ranger les éléments pour pouvoir le retrouver. Hein. Donc, U4 égale 8. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que U0 fois Q puissance 4 égale 8. Ok. De même, U6 égale 4. Ça veut dire que U0 fois Q puissance 6 égale 4. Donc ça me fait une espèce de système. Déjà là, on peut trouver... ça veut dire du coup, pour la première équation, que U0 égale 8 sur Q puissance 4. Et dans la deuxième équation, on voit du coup que U0 est égal aussi à 4 sur Q puissance 6. Donc ça veut dire que je peux trouver la raison. Enfin, oui, ça me fait que 8 fois Q puissance 6 est égal à 4 fois Q puissance 4. Ouais. Donc ça veut dire que Q puissance 6 sur Q puissance 4 est égal à 4 sur 8. Ce qui veut dire que Q puissance 6 sur Q puissance 4, ça fait du Q carré, est égal à 1 demi. Moi, ce que je veux, c'est Q puissance 10. Mais par rapport à Q carré, Q puissance 10, c'est 1 demi à la puissance 5. Un demi à la puissance 5. Puisque je rappelle que A puissance N à la puissance M, c'est A puissance N fois M. Ok. Du coup, 1 sur 2 puissance 5, ça fait 1 sur 32. D'accord? Maintenant, il me manque qu'à avoir U0. Une fois que j'ai U0, je peux calculer. Alors, U0, du coup, je peux le calculer d'ici, hein, à partir de là. Hein. Très facilement. Maintenant que j'ai Q puissance... j'ai Q au carré, je peux avoir Q puissance 4. Donc Q puissance 4, c'est 1 demi au carré. Autrement dit,
un quart. Ok, donc ça veut dire du coup que U0 va être égal à 8 sur un quart, ce qui fait 32. Du coup, U10 va être égal à 32, U0 du coup, fois 1 sur 32. Autrement dit, 1. Donc c'est la réponse B. Donc ça c'est la méthode un peu plus experte, mais je me rends compte que vu les nombres là sont pas... C'est une suite qui est décroissante, peut-être qu'il y avait moyen de faire peut-être plus rapidement. Je me dis, autre méthode, tu as U4 et U6, donc tu as le rang 4, tu as le rang 6, donc tu n'as pas le rang 5. Mais tu as U4 qui fait 8, ici tu as 8. Et U, cela c'est avec 4. Passer de 4 à 8, il faut multiplier par 1,5. Après, il suffisait d'estimer le reste, hein, du coup. Ici, tu as 7, donc ici, tu as 8. Donc, si tu veux trouver celui qui va ici, tu multiplies encore par 1,5. Ça te faisait 2. 9 et 10. Bah, tu multiplies encore par 1,5. Et tu trouvais 1. C'est beaucoup plus rapide de faire comme ça, hein. Je me rends compte que maintenant. Ok. Question suivante. Je vais changer à la prochaine page. Ok, donc question 14. Alors là, ça me fait penser directement à une somme de suite, pour une suite arithmétique ou géométrique. Ça sera à nous de voir. Là, visiblement, on a du 2 puissance 0, 2 puissance 1. Donc, ce sera plutôt du moins parce que je vois qu'il y a une alternance de signes. Donc, ce serait du moins 2. Donc, ce sera une suite géométrique de raison moins 2. C'est ce que je vois d'emblée. Donc, on aura du rang 0, 1, 2, 3, 1024, c'est du 2 puissance 10. Et ici, ce sera 11. Je rappelle que pour une suite géométrique, la somme, ça sera égal au premier terme, multiplié par 1 moins la raison Q à la puissance nombre de termes sur 1 moins Q. Enfin, c'est des formules à connaître par cœur. Dans notre cas, donc ici, combien j'ai de termes? Des 11 moins 0 plus 1, j'ai 12 termes. Donc ça me fait du coup S12 va être égal à, le premier terme, c'est 1, multiplié par 1 moins, la raison c'est moins 2, à la puissance, nombre de termes, on a dit qu'on en avait 12, divisé par 1 moins 2. Ça nous fait quoi ça? Alors, ça nous fait 1 moins 2 à la puissance 12. 2048 fois 2040, plus 2048, ça fait 4096 sur 3. Donc ça te fait du 1 moins 4096, donc ça te fait moins 4095. On aura un résultat négatif divisé par 3. Donc ça te fait 3 fois 1, 3. 3 fois 3, 9. Reste 10. Attends. 3 fois 1, 3. 10. 6, 3 fois 1, ça fait du coup 19. 3 fois 6, 18. Il reste 15. Donc ça fait moins 1365. C'est la réponse A. Ok. On continue. Question numéro 15. On me demande
la limite d'une suite Cn définie par 5 puissance n moins 7 puissance n. Donc pour une suite qu'on demande la limite, c'est automatiquement la limite en plus infini. Hein. Donc ici, ça nous fait de l'infini moins l'infini, donc une forme indéterminée. Donc on va lever l'indétermination en factorisant. Donc Cn, c'est 5 puissance n moins 7 puissance n. Je factorise, ça fait par 5 puissance n. On pourrait le faire par 7 puissance n aussi, je suppose. Donc ça fait 5 puissance n facteur de 1 moins 7 puissance n sur 5 puissance n. Donc ça fait 5 puissance n facteur de 1 moins 7 cinquième à la puissance n. Donc ça va tendre vers plus l'infini. 1 moins plus l'infini, ça te fait moins l'infini. Donc ça aura plus l'infini fois moins l'infini. Donc limite de Cn. Donc ça va être plus l'infini. Donc l'ensemble de tout ça, ça va faire moins l'infini. Donc limite de Cn, ça fait moins l'infini. On continue. On arrive à la dernière partie. Donc dans cette dernière partie, on considère la situation suivante. On étudie la production d'une usine qui fabrique des médicaments conditionnés en sachets. On choisit un sachet au hasard dans la production journalière. La masse de ce sachet exprimée en grammes est modélisée par une variable aléatoire x qui suit une loi normale d'expérience mu. Je vais écrire en noir. On va pas changer de couleur. Une loi normale d'expérience mu et forcément deuxième paramètre sigma, c'est-à-dire l'écart type. De plus, une observation statistique a montré que 3% des sachets ont une masse inférieure ou égale à 350, ce qui se traduit par P de x inférieur ou égal à 350 égale 0,03. Donc, qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la probabilité arrondie au centième de l'événement? Donc, c'est P x compris entre 350 et 360. C'est ce qu'on cherche. Alors, ce qui me pose problème, c'est que logiquement, j'aurais besoin de sigma. Ou peut-être que ça va peut-être nous aider. Ah ben oui, certainement. Normalement, pour calculer ça, il faut qu'on passe par une loi normale centrée réduite. En fait, on va faire un changement de variable. On pose t qui est égal du coup à x moins mu sur sigma. Et donc cette variable aléatoire t va suivre une loi normale centrée réduite. Paramètre 0, 1. Et normalement, on doit être amené à... J'ai pas vu de table statistique encore dans cet énoncé, donc je suppose qu'on n'en aura pas besoin. On va voir du coup. Donc je pars de cette relation P de x inférieur ou égal à 350. Je passe par un changement de variable, donc ça devient P de t inférieur à 350 moins du coup l'espérance 355 sur sigma que l'on ne connaît pas. Et ça normalement c'est égal à 0,03. Ok. Du coup, ça nous fait P de t inférieur ou égal à moins 5 sur sigma est égal à 0,03. Donc c'est la fonction de répartition phi de moins 5 sur sigma est égale à 0,03. Donc, il y a une propriété qui nous fait que la fonction de répartition
Ça nous donne 1 moins phi de 5 sur sigma est égal à 0,03. On fait passer le 1 de l'autre côté. Ça fait moins. Donc ça fait du coup que phi de 5 sur sigma va être égal à 0,97. Ok. Et je pense qu'on aura besoin de cette valeur pour calculer notre probabilité. Donc, P de x compris entre 350 et 360. On va passer par notre changement de variable. Donc, c'est P de 350 moins 355 sur sigma inférieur à t inférieur ou égal à 360 moins 355 sur sigma. Ok. Donc ça nous fait donc phi de 5 sur sigma. Je fais très mal le sigma là. Moins phi de moins 5 sur sigma. Ça nous fait donc phi de 5 sur sigma, on a retrouvé 0,97. Moins 1 moins 0,97. Ce qui nous fait 0,94. Donc ça sera la réponse. B. On continue. Question 17. La durée de vie de fonctionnement exprimée en jours d'une machine servant à la fabrication des médicaments est modélisée par une variable aléatoire y qui suit une loi exponentielle dont l'espérance est égale à 800. Donc y suit une loi exponentielle de paramètre lambda et on sait que l'espérance de y, c'est une propriété, c'est 1 sur le paramètre lambda et on nous a donné la valeur, c'est 800. Quelle est la probabilité arrondie au centième que la durée de fonctionnement de la machine soit inférieure ou égale à 500? Donc nous, ce qu'on cherche, c'est P de y inférieur ou égal à 500. Ok. Donc, comment on va faire pour faire ça? Qu'est-ce qu'on a aussi qu'on sait? Si c'est une loi exponentielle, on sait que la fonction de densité, ça va être lambda exponentielle de moins lambda x, moins lambda y du coup, si c'est la variable y. Et du coup, on aura comme fonction de répartition, c'est ce qu'on aura besoin. Donc ça sera 0 sinon. Et du coup, ce sera 1 moins exponentielle de moins lambda y. Ok. Donc ça, c'est le mieux, c'est de savoir ça par cœur. Hein. Je ne rentre pas dans les détails. La loi exponentielle, c'est une loi continue. Hein. Du coup, pour calculer P de y inférieur ou égal à 500, ben, on aura besoin forcément de lambda. Et on nous a donné l'espérance, c'est pas pour rien. Donc si 1 sur lambda égale 800, ben, ça veut dire que lambda égale 1 sur 800. Du coup, on a tout pour pouvoir calculer. Donc P de y inférieur à 500 va être égal à 1 moins exponentielle de moins du coup moins 500 sur 800. Donc c'est 1 moins exponentielle de moins 5 sur 8. Et ça, la calculatrice, hein, je vais faire le calcul. Ça nous fait
0,46. Réponse A. On arrive à la dernière question, on arrive au bout. Donc on nous dit que l'entreprise a déterminé que 2/3 des pharmacies sont satisfaites de ces médicaments au niveau de confiance de 95%, avec un intervalle d'amplitude inférieur ou égal à 0,05. Quel est le nombre minimal de pharmacies qu'elle a dû interroger pour obtenir ce résultat? Du coup, on va faire nos calculs. Alors, donc on rappelle que l'intervalle de confiance pour une proportion, on va trouver ici l'intervalle de confiance pour une proportion. Qu'est-ce que c'est? L'intervalle sera P plus T alpha, c'est une valeur qui est liée dans une table statistique, multiplié par racine carrée de P fois 1 moins P sur N, le nombre qu'on nous cherche, hein, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Donc c'est pas P plus, du coup ici c'est P moins. Et P plus T alpha, racine carrée de P fois 1 moins P. Donc ça c'est encore une formule à connaître par cœur, hein, sur N. Elle n'est pas difficile à inventer. Ça c'est l'intervalle de confiance pour une proportion. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous dit que cet intervalle doit avoir une amplitude inférieure à 0,05 et qu'on est au niveau de confiance de 95%. On nous dit que 2/3 des pharmacies sont satisfaites de ces médicaments. Donc, en fait, au cas particulier, on aura P égale 2/3. Qu'est-ce qu'il nous faut encore? Il nous faut T alpha. On nous donne l'amplitude. T alpha, du coup, on a un risque de 5%, c'est-à-dire 1 moins 95%. Donc T alpha va être égal à 1,96. Et ça va correspondre à la valeur lue dans la table. Donc, du coup, comme on ne nous a pas donné de table statistique, c'est une valeur à connaître par cœur. Hein. Dans la table de la loi normale centrée réduite. Loi normale centrée réduite. Bon, je vais écrire ça mieux que ça. On va dire LNCR pour aller plus vite. Loi normale centrée réduite. On va dire pour alpha égale, enfin pour une valeur, pour 0,975 du coup, c'est-à-dire 1 moins alpha sur 2. Bon, ça sera un petit peu long à expliquer, je ne rentre pas dans les détails. Du coup ici c'est 1,96 qu'il fallait utiliser. Donc j'ai toutes mes informations, donc du coup on va chercher petit n, tel que, du coup l'amplitude, c'est-à-dire la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale. Donc tel que P plus T alpha, racine carrée de P fois 1 moins P sur N, moins P, on va mettre une parenthèse, moins T alpha, racine carrée de P fois 1 moins P sur N. Ok. Et ça, normalement, ça doit être inférieur ou égal à 0,05. L'amplitude. Du coup, on aura les P qui vont ici se simplifier. Et on aura du moins moins, donc ça va plus. Donc on aura du 2T alpha. On peut même déjà remplacer par 1,96. 2 fois 1,96. Racine carrée de 2/3 multiplié par 1 moins 2/3, ça fait 1/3. On est d'accord?
sur n. Et ça, c'est inférieur ou égal à 0,05. Donc on aura du coup, je sais pas, c'est 0,2 de l'autre côté, on aura 1,96. Racine carrée de 2 neuvièmes sur n, inférieur ou égal à 0,025. Du coup, ouais. Donc on aura racine carrée de 2 neuvièmes sur n, inférieur ou égal à 0,025. On aurait pu le passer de l'autre côté d'un seul coup. Hein. 1,96. Donc je mets ça au carré, on élève au carré. Ça fait 2 neuvièmes de n sur n, pardon. Inférieur ou égal à 0,025 sur 1,96 au carré. Là, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? N sera plus grand ou égal à 2 neuvièmes sur 0,025 sur 1,96 au carré. Et ça, qu'est-ce qu'on est censé trouver? 3,37, bon je vais faire le calcul du coup. 2 neuvièmes. C'est fastidieux un peu comme calcul ça, 2 neuvièmes. Ok, ça fait 0,22 à peu près, on est à 0,025 divisé par 1,96 au carré. Donc 0,22 divisé par 0,00. Donc normalement la réponse c'est 1366. Ouais. Je vous laisse faire le calcul. Du coup normalement on trouve ça. Voilà, on arrive au bout. Si vous avez des questions sur cet exercice, sur ce QCM, sur des questions de ce QCM, n'hésitez pas à me laisser un commentaire juste en dessous de ces vidéos. Elle était un peu longue cette vidéo, est très calculatoire cet exercice, ce QCM du coup. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et de mettre un j'aime à cette vidéo si vous avez apprécié la correction, si ça vous a aidé en tout cas dans vos révisions. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.